Deux plongeurs spéléologues filment leur exploration des tunnels étroits de Tulum, au Mexique, sans savoir que le succès de leur aventure reposera sur une seule décision. Voici le déroulement de l'accident de plongée spéléologique dans la grotte Sakaktoon. Hans et Stéphane étaient extrêmement enthousiastes à l'idée de leur plongée prévue pour la journée. Ils étaient à Tulum, au Mexique, ayant fait tout le voyage depuis l'Allemagne pour explorer cette grotte. Les deux hommes avaient beaucoup d'expérience en plongée souterraine, étant tous deux des plongeurs de grotte entièrement certifiés. Hans avait plus de 150 plongées, Stéphane plus de 50 en grotte. Chacun d'eux avait une grande confiance en ses capacités et son expérience. Stéphane n'était allé qu'une fois au Mexique pour plonger dans des grottes, tandis que Hans y était déjà venu plusieurs fois. À 47 et 37 ans, ils étaient en forme et en bonne santé, prêts à affronter tout ce qui se présenterait à eux. Ils prévoyèrent d'explorer le cénote Kalimba. Un cénote est un bassin formé par l'effondrement d'un tunnel sous-marin. Cela crée un bassin qui mène à un tunnel souterrain rempli d'eau. Ce système particulier de tunnel, le Systema Sakaktoon, est l'un des plus grands au monde. Le labyrinthe de passages, de tunnels et de passages étroits est une attraction passionnante pour les plongeurs spéléologues. Le passage depuis le cénote Kalimba mène à d'autres cénotes sur le trajet. L'eau s'écoule de Kalimba au grand cénote. Cela offre d'une sortie aisée, l'eau derrière vous poussant doucement. Hans et Stéphane comptaient utiliser la poussée depuis Kalimba pour explorer le labyrinthe de Mouch et filmer la plongée. Ils avaient en chacun 2 bouteilles latérales et prévoyaient de déposer des bouteilles de relais après 30 minutes de plongée. Les bouteilles de relais sont des réserves d'air placées sur le parcours de plongée comme secours en cas de manque d'air. Les gars voulaient retourner à Kalimba pour leur sortie. C'était un choix audacieux, car la seconde partie de la plongée impliquait de nager à contre-courant et de traverser des passages étroits vers le cénote Kalimba. D'autres équipes de plongeurs partaient aussi ce jour-là, avec des départs toutes les heures. Hans et Stéphane sont entrés dans le cénote à 10h30 mercredi 14 novembre 2018. Le plan de la journée était établi et ils étaient enthousiastes à l'idée de la plongée à venir. Le début de la plongée comprend de nombreux passages étroits. Leur bouteille latérale leur permettait de passer plus facilement là où ils pouvaient s'insérer. La restriction BOA exige des mouvements lents et précis dans un passage rocheux large de seulement 45 cm. Chaque homme avançait à sa façon dans le labyrinthe, tirant et poussant quand c'était nécessaire, attendant toujours que son binôme de plongée passe à son tour. Ils prenaient après chacun leur tour la caméra pour documenter l'aventure, pendant que l'autre serpentait à travers les tunnels. Après les 28 premières minutes de plongée, ils décidèrent de laisser tomber leurs bouteilles de relais. Ils croyaient en avoir bien avancé depuis l'entrée de Kalimba et utiliser la moitié de l'air des bouteilles relais. Ils ignoraient en fait qu'ils n'avaient passé que la première section de Kalimba. La vidéo avait nettement ralenti leur avancée et ils avaient laissé les bouteilles à un point qu'ils auraient normalement dépassé en 15 minutes de plongée. Ils ont continué à travers le reste de la ligne permanente de Kalimba. Dans le système Sakaktoon, il y a plusieurs lignes permanentes partant de chacun des cénotes. Pour passer d'une ligne permanente à une autre, il faut installer sa propre ligne de jonction. Cela relie votre trajet entre les lignes et informe les autres plongeurs de votre présence plus loin. Hans et Stéphane installent leur ligne de jonction, ainsi que des cookies, pour indiquer à la fois leur identité et la direction. Les cookies sont de petits clips en plastique que les plongeurs utilisent pour marquer les lignes et indiquer la direction. Chaque plongeur place ses cookies pour s'assurer de la direction à suivre dans un tunnel inondé. Ce sont des repères essentiels pour que chacun ait confiance en sa navigation, quel que soit le comportement des autres plongeurs. Bien que Hans soit le plongeur le plus expérimenté, lui et Stéphane étaient tous deux suffisamment expérimentés pour savoir quels dangers pouvaient les attendre. Malheureusement, même les plongeurs les plus expérimentés ne peuvent pas survivre sans air. Après avoir sauté sur la ligne du labyrinthe de Mouch, les gars ont exploré la zone en filmant chaque étape de leur aventure. Après le labyrinthe de Mouch, ils devraient ajouter une ligne de saut vers la ligne principale du Passo del Lagarto. Après 75 minutes de plongée, leurs ordinateurs indiquant qu'il était temps de rentrer, ils ont fait demi-tour. Ce moment a peut-être été le point critique de leur plongée. En faisant demi-tour, ils ont sans doute remarqué une baisse inhabituelle d'air dans leurs bouteilles.
Jusque-là, le trajet paraissait simple grâce au courant, mais distrait par la vidéo, ils n'avaient pas vu qu'ils dépassaient la règle des tiers. En plongée normale, les plongeurs utilisent un tiers de leur air pour l'aller, un tiers pour le retour et gardent un tiers en réserve pour les urgences. Après le premier tiers, ils ont vite fait demi-tour. Ils ont remonté la jonction entre Passo del Lagarto et le labyrinthe de Moucha. L'enregistrement vidéo continue jusqu'à 93 minutes et tout semble bien se passer. En léger retard, la vidéo montre un rythme confortable dans le labyrinthe de Moucha. 7 minutes plus tard, ils sautèrent du labyrinthe de Moucha à la ligne principale de Kalimba, se dirigeant vers les restrictions du chemin sinueux de Kalimba. Juste après, ils ont vécu une situation effrayante lors de leur plongée. Ils commençaient à manquer d'air et devaient prendre une décision. Soit continuer à nager à contre-courant dans un labyrinthe lent et étroit de tunnels, soit suivre le courant dans de grands passages ouverts vers la sortie du Grand Cénote. Stéphane a posé une question sur ces notes étanches. Grande Cénote, d'accord, Hans a noté. Peu importe l'endroit, la réserve d'air qui baissait devenait préoccupante. Ils devaient choisir une direction et viser une sortie. Bien qu'assez proches de leur bouteille de secours, le trajet leur paraissait trop long. Ils ont choisi la route la plus longue, mais supposée plus rapide, vers Grand. Après 106 minutes de plongée, ils sont revenus dans le labyrinthe de Mouch et ont rejoint rapidement la ligne principale du Passo del Lagarto. Ils l'ont suivi efficacement vers la sortie la plus proche, guidés par de grands marqueurs en forme de flèches sur les parois indiquant la direction à suivre. Ils pouvaient les voir en avançant, sachant qu'ils allaient dans la bonne direction. Stéphane, voyant ses bouteilles presque vides, paniqua. Hans a sorti son détendeur pour permettre à Stéphane de partager une bouteille. Ils avançaient régulièrement, tentant de rester calmes malgré leur cœur qui s'accélérait. En vérifiant la pression des bouteilles, ils ont tous deux été envahis de terreur. Ils ont accéléré, consommant l'air beaucoup plus vite que prévu. Près de la fin de la ligne Passo del Lagarto, ils peinaient à respirer avec leur bouteille partagée. Elle était vide. Le moment de prise de conscience, les yeux écarquillés, a poussé Stéphane à nager frénétiquement vers la sortie. Hans était stupéfait. Ses bouteilles en vide, il observa Stéphane partir avec la dernière bouffée d'air de sa bouteille. Ils étaient au virage menant à la sortie du cénote Othul, qui n'était qu'à quelques centaines de mètres. C'était le moment décisif, leur instant de vie ou de mort. Les autres équipes, remontées à la surface, n'ont pas vu Hans et Stéphane au cénote Kalimba. Des membres du groupe sont allés au grand cénote pour vérifier s'ils étaient en sortie là-bas. Visiblement, leur plan de plongée avait échoué. Après avoir prévenu le centre de plongée, ils ont repris de nouvelles bouteilles et longé la ligne Kalimba pour chercher où ils auraient pu bifurquer. Leur marqueur était rend à la jonction en T, montrant leur direction. En descendant la ligne du Passo del Lagarto, ils ont aperçu une lampe torche sur le sol du tunnel, et juste après, allongé sur la ligne au milieu du passage, se trouvait le corps de Hans. Son masque et casque retirés, ses bouteilles vides. Les plongeurs ont marqué cet endroit et ont continué pour voir ce qui était arrivé à Stéphane. Après avoir vérifié plusieurs passages, ils ont rejoint le cénote Othul, la sortie la plus proche. Ils ont suivi le chemin court et pouvaient en voir la lumière du cénote briller à travers l'eau. Et là, ils ont trouvé le corps de Stéphane à seulement 18 mètres de la surface de l'eau. Ces deux bouteilles étaient vides. Malgré leur expérience et leur certification, Hans et Stéphane se sont retrouvés au fond d'un long tunnel, sans assez d'air pour deux. D'une manière ou d'une autre, leur nage tranquille le long du parcours avec le courant dans le dos a consommé bien plus que le tiers d'air prévu. Après avoir utilisé la moitié de leur air, le sort était jeté. Quelle que soit la direction prise, il n'y avait pas assez d'air pour qu'ils survivent contre tous les deux. Stéphane avait sûrement un peu d'air pour avancer jusqu'à la sortie de Othul, où il voyait la lumière, mais il n'a pas pu atteindre la surface. Leurs décès ont été analysés grâce à la vidéo, la position des corps, les ordinateurs de plongée, l'état de l'équipement et leur carnet étanche pour reconstituer les faits. La mauvaise gestion des gaz a finalement été déterminée comme étant la cause. Ils auraient dû prévoir le demi-tour plus tôt, sachant qu'ils devraient nager à contre-courant avec moins de réserve d'énergie. Piégés dans la plongée en tunnel de grotte, une seule erreur peut coûter la vie.